J'y vais direct. Mais Parce que les gens ont cliqué sur un titre, donc on va reprendre directement le titre. Plus d'intro, on attaque. Voilà. Tu fais partie des meilleurs coachs en startup que je connaisse. Merci. Comment est-ce qu'on atteint le 1% des meilleurs CEO? Ah, bonne question. Et je vais essayer de remplir la promesse le mieux possible, parce que la réponse, il y en a une partie, vous la connaissez, hein, vous bossez avec Scalesia, vous bossez avec Yaniro, mais on va essayer de faire des trucs gratos. Lien dans la description. Bien dans la description, le code Yaniro 20, Scalesia 20, tout ça. On va essayer de faire des trucs gratos, non? Parce que vous le savez pas, mais juste avant, on parlait de Give Away the Secrets, Sell the Implementation, qui est, je crois, quelque chose auquel on croit beaucoup, Benoît et moi. Donc, on va essayer de faire des trucs que vous pouvez faire direct. Comment on fait ça? La meilleure manière de poser le truc, c'est les CEO que j'ai rencontrés, coachés ou non, qui font partie du top 1% des CEO, typiquement des boîtes les plus incroyables, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On peut le prendre comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Allez, let's go. Premier truc, et du coup, comment le bosser? Ils ont un truc, une caractéristique que les VC appellent la coachability. Donc, ils sont coachables. Un gros anglicisme pour dire globalement confiance en soi sans ego. Si t'as pas confiance en toi, t'es une girouette. C'est-à-dire, en fait, tu vas recevoir des feedbacks toute la journée, tu vas dire je fais ci, je fais ça, et t'as une boîte qui n'a aucune colonne vertébrale, et t'as pas ton assertiveness qui te permet de dire, bah voilà, je crois en ça. Si t'es buté ou borné, bah, tu t'iras pas très loin. Parce que tu sais pas ce que tu sais pas, t'as des angles morts comme tout le monde, etc. Et en fait, la coachability, c'est la capacité à recevoir le feedback, voire plus que ça, à le rechercher activement, et être capable, et ça c'est un truc qui est très fin, de ditcher les feedbacks qui servent à rien, et de garder et de chérir les feedbacks qui servent, et de les mettre en place le plus vite possible. Et ce que ça donne, c'est que des gens qui sont hyper entourés. Pour prendre quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a accompagné, donc Firmin, le CEO de PayFit, c'est une caricature, à quel point il est comme ça. C'est-à-dire... il y a un truc, donc petit remise en perspective. Firmin, quand PayFit est arrivé à, je sais pas, on va dire un millier de personnes, donc licorne, etc. Il avait 28 ans. Moi, à cet âge-là, je sais pas trop ce que je faisais, mais je faisais pas ça. Je ne faisais pas partie des 1%. Et en fait, c'est un gars qui est brillant, évidemment, mais il demande du feedback tout le temps. Il pose des questions tout le temps, et dès qu'il repère un petit truc qu'il connaît pas, il prend quelqu'un, il se dit, qui peut m'apprendre ça? Il va chercher un mentor, un coach, quelqu'un qui peut l'aider, et c'est systématique. La boîte atteint un certain niveau, il se dit, OK, on va devoir structurer à l'international. Qui a fait de l'international? Il lance un grand benchmark, il va rechercher les X personnes qui ont fait ça, il le fait comme une machine, il trouve le meilleur, il met le budget et le temps, et il y va. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est un truc qui se muscle. La capacité à recevoir du feedback et à le chercher activement. Mais donc dans les key takeaways, si vous voulez travailler votre coachability, la meilleure manière de faire, c'est demander du feedback à tous les gens autour de vous. Tout le temps, surtout les gens dans votre équipe. Et ne dites pas est-ce que tu pourrais me donner du feedback? Ils vont vous répondre oui. Ou ils vont vous répondre non. Dites qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur boss? Qu'est-ce que je sais pas que je sais pas? Qu'est-ce que je suis en train de foirer complètement et que tu vois pas? Si tu devais quitter la boîte demain, ça serait à cause de quoi? Que des questions qui sont hyper sournoises en fait. Des questions qui vous permettent d'avoir des vrais feedbacks. Qu'est-ce que tu dis dans mon dos que tu dis pas devant moi? Quand vous les recevez, vous serrez les dents et vous dites merci. Et après, vous l'appliquez. Et vous pouvez après passer à la deuxième étape qui est essayer d'identifier les meilleures personnes pour vous donner du feedback. Et là, c'est pas très compliqué. Je vous donne une petite technique toute simple. Hein. Vous lisez les meilleures ressources sur le sujet. De ces meilleures ressources, vous trouvez c'est qui les top 1% en France. Vous faites ce que vous pouvez pour les rencontrer. Vous essayez de leur payer un resto tous les trimestres. Et c'est tout. Ça deviendra vos mentors. Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ciao. C'est des questions que j'aime bien poser, que je pose pas assez. C'est qu'est-ce que tu penses de sujet ou problème dans le petit template. Mais qu'est-ce que tu penses de, en fait qu'est-ce que tu penses de cette décision qu'est-ce que tu penses de ce chantier qu'on a initié, voilà. Juste, qu'est-ce que tu penses de ça nécessite effectivement déjà un terreau fertile, propice à la confiance, à l'échange, à l'interaction, parce que bon, si votre culture, si vous êtes toxique, la réponse risque d'être un petit peu stérile.
pourquoi est-ce important de résoudre tel sujet selon toi? Pourquoi est-ce que selon toi c'est important de faire X, tu vois? Comment est-ce que j'aurais pu mieux t'aider? Ouais. Comment est-ce que j'aurais pu faire mieux? Quelles questions aurais-tu aimé que je te pose? Qu'est-ce que tu aurais aimé que je Elle est bien, t'apporte? celle-là, les méta. Ouais. J'essaie de les poser au maximum, mais tout en ayant conscience que je les pose jamais assez, quoi. Je vous donne 2 techniques. Une pour les gens de votre équipe et une pour vos mentors. Ça, vous pouvez le faire demain. Enfin, vous pouvez le faire ce soir si vous rencontrez votre mentor et les gens de votre équipe. Aux gens de votre équipe, posez toutes les questions que vous voulez en one-to-one, mais toutes vos questions doivent commencer par le vocable que. Ça en fera des questions ouvertes, mécaniquement. Bannissez les questions fermées. Est-ce que tu l'as aimé le projet? La personne va vous répondre oui. Super, merci, bien, c'est bien. On a complètement fermé. Alors, si c'est ce ton-là, c'est bizarre. C'est soit que c'est pas sincère, soit que c'est un bovin. C'est tout à fait ça, mais ça peut arriver de recruter un bovin. Voilà, il y a des gens, on peut leur laisser leur chance à un moment donné. Inclusion. Inclusion, exactement. Donc, n'hésitez pas, trébuchez, parce que c'est difficile de poser des questions ouvertes. Vous dites, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire différemment? Et vous allez voir, les gens vont prendre l'habitude. Et il faut que vous, par contre, que vous montriez que vous êtes capable d'encaisser du feedback. Si, quand quelqu'un vous fait un feedback, vous faites « Alors oui, mais... » c'est fini, vous en aurez plus jamais. Et alors, la question archi sournoise que je vous conseille de poser à votre mentor, y compris si ça vous le fait bugger, quand je dis mentor, c'est générique, hein, ça peut être mentor SEO, mentor internationalisation, mentor ce que vous voulez, c'est, à ton avis, qu'est-ce que je pense qui est vrai, qui est faux? Parce qu'en fait, vous savez pas ce que vous savez pas. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, hein? Elle est très bien. Celle-là, je la pose, et à chaque fois, je vois mon mentor qui fait, ou mes mentors qui font clic, 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 clic. Et quand ils sortent la réponse, je fais, ah ouais. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Tu sais que ChatGPT, je pense que le meilleur enseignement que ChatGPT m'a apporté, c'est que l'avenir appartient non pas à ceux qui ont les réponses, parce que les réponses, elles se trouvent, à fortiori aujourd'hui, mais à ceux qui savent poser les bonnes questions. Et le fait d'avoir compris ça a complètement changé mon appréhension du réel. Aujourd'hui, mon jeu, à moi, c'est plus de chercher à savoir tous les trucs, parce que les trucs se savent, les trucs se comprennent, s'apprennent, s'oublient. Par contre, si demain, j'hypertrophie à balle mon muscle du questionnement, je sais que j'ai un avantage comparatif. Je sais que je peux faire la différence, en fait. Et ça, c'est un truc que j'observe chez tous les gens brillants, effectivement. Et alors ça me fait penser. Donc moi, je vais faire un mea culpa. Ça s'est fait dans la douleur de travailler ce muscle. C'est bizarre, hein, parce que je suis psy, je suis coach, etc. Mais en fait, il y a peu de plaisirs qui sont aussi intenses dans ma vie que le plaisir de la conversation. Là, je me régale avec toi, vraiment, Benoît. Et du coup, ça peut me mettre dans des situations où, en fait, dans des moments où je veux poser des questions... Tu rentres en conversation, en fait. T'écoutes, on est de pair à pair, etc. Et en fait, un truc que j'ai beaucoup travaillé, et je peux vous dire comment je l'ai travaillé, c'est écouter pour écouter, parler le moins possible, et ne pas écouter pour répondre. Parce que si demain, je demande à Benoît de jeter un œil sur mon business, et je lui dis, voilà, copilote de croissance, Calesia, etc., qu'est-ce que tu penses de Yann Hiro? En fait, si je veux tirer le maximum de cet échange, il faut que je pose une question qui est sharp, qui est ouverte, qui permette à Benoît d'expérimenter son expertise, et que je la ferme. Parce que si je commence à dire, ah oui, alors en fait, ça on l'a déjà fait, et tout, et ça, alors, en fait, il te manque telle ou telle info, chut, chut. Et ça, c'est un petit boulot. Donc, la technique, je vous en donne 2. Repérez quand vous êtes en train d'écouter pour répondre et pas écouter pour écouter, et laissez passer le truc comme un nuage. Vous vous dites, ah bâtard, là je suis en train d'essayer d'avoir ma réponse d'après, là, vous le laissez passer, mordez-vous l'intérieur de la joue, et essayez de réfléchir à, est-ce que, comme dans un call commercial, comme dans un truc comme ça, est-ce que je suis en train de parler 20% du temps? Il faut parler 20% du temps. Mais ouais, entre 20 et 40%. Grand max, ouais, grand max. Ça. Mais en tout cas, il faut toujours être du côté minoritaire. Ce que je m'efforce à faire, moi, pour refaire taire cette petite voix intérieure qui prépare les réponses, c'est je m'efforce de paraphraser ce que j'entends. Je m'efforce de reformuler, de prendre des notes un peu mentales, de faire des bullet points. En gros, j'essaie de réceptionner, je m'efforce à réceptionner activement l'information qui m'est donnée et de leur donner comme je peux de la malaxer pour, mentalement, pour pouvoir me l'approprier, pour rester focus dessus et pour éviter effectivement de partir dans ce ping-pong. Et après, je me force aussi de marquer un temps entre la fin de l'intervention de la personne et la fin de sa réponse, en fait, et ma question suivante. Marquer 1, 2, 3 secondes
Ouais. le temps de réfléchir à la suite, le temps de bien appréhender le truc. Bon, pas plus, parce que sinon ça devient un peu gênant. C'est pas... Ah, Mais voilà. quand t'es coach, tu embrasses la gêne. Moi, je compte jusqu'à Ouais. 6 dans ma tête. 6 6, ouais. 6 En coaching. Et en one-to-one. Pas en Ok. podcast. Quand j'interviewe les DRH, là, j'ai... Ah, le podcast, faut que ça fuse. Faut que ça fuse un peu. Mais 6 Pourquoi 6 parce que c'est assez long pour créer le malaise. Petite technique, c'est une technique d'audit. Je ne sais pas si vous êtes conscient de comment fonctionne l'audit, mais quand on essaye de fouiner pour trouver les détails qu'on a envie de nous cacher sur quelque chose, ce qui est un peu un des métiers d'auditeur, hein, le but du jeu, c'est que les gens en disent plus que ce qu'ils veulent. Et la manière de faire ça, donc ça c'est vraiment la version un peu evil, hein, c'est tu fais des phrases très courtes et tu tiens le silence longtemps. Ok. Et là, voilà, c'est presque palpable, le malaise. Et après, le but du jeu, c'est, il y a quelqu'un qui va rompre le malaise. Si c'est en audit, tu essayes de piéger la personne. Si c'est en coaching ou en one-to-one, je le fais en one-to-one aussi, tu montres à la personne qu'on va aller en profondeur dans ce qu'elle a à dire. Et qu'on va pas se satisfaire du superficiel, et on le dit gentiment, en se taisant. Dialogue épistémique. On adore. C'est tellement efficace. Donc ouais, donc coachability, si vous vous vexez comme une dinde dès que on vous dit quelque chose, que vous êtes susceptible, une dinde ou un dindon, hein, c'est pas genré du tout ce que je viens de dire, hein, c'est à partir du moment où vous faites glou 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 en vous redressant, ça marche. Travaillez ça, vous êtes obligé. Si vous voulez faire partie du 1%, hein. Il y a d'autres choses? Ouais. Un des trucs, ça c'est un de mes préférés en plus, et je serais curieux de voir si tu le vois côté biz aussi, c'est ce qu'ont en commun à peu près tous les top 1% founders CEO avec lesquels j'ai bossé ou que je côtoie, que je connais bien, c'est qu'ils bossent toujours sur des trucs incroyablement pas fun. Mais c'est-à-dire, tous les trucs qu'on voit qui font la une de Madness, de Welcome to the Jungle, qui servent à faire du clic. Des trucs un petit peu spécifiques. Ça, il y a un biais énorme, c'est qu'en fait, c'est souvent des pratiques qui n'ont pas de recul, et donc on ne sait pas si elles marchent ou pas. Si vous allez sur... Je vais prendre un exemple qui est volontairement extrême, et suivez-moi bien là-dessus. Récemment, il y a eu un article qui disait telle boîte a fait le congé menstruel. Ok, intéressant. Ça, pour le coup, pour les combats femmes-hommes, je suis hyper partant. Et le problème, c'est que l'article le tourne comme une pratique de malade. J'en sais rien si c'est une pratique de malade. Moi, j'en sais rien. Le truc, il existe depuis 2 mois. Vous savez ce qu'est une pratique de malade? Ce qui est dans les bouquins de 1950. Les trucs super chiants, là. Le copywriting, la vente, le marketing, les people, comment on recrute. On pourrait imaginer un truc un peu où les gens sont dans une jungle, une piscine à balles et tout. Lis la méthode Who et fais la méthode Who. Déjà. Ou alors on pourrait imaginer que sur les calls, on va faire ça et tout. Fais du review de call. Écoutez Jules de Scalesia sur la manière de gérer les process, bizdev, etc. Et ça, je le lis avec la coachability parce que pour moi, il y a une question d'ego là-dessus. Systématiquement, les top 1% des founders que j'ai rencontrés, quand ils attaquent un nouveau sujet, ils essayent de comprendre c'est quoi la bonne pratique, ils essayent de trouver le playbook, éventuellement ils rencontrent les mentors, c'est ce que je disais avant, et après ils font ça. Et ils ajoutent rien du tout. Et ils y mettent juste le niveau de watt qu'il faut. En fait, ils ont compris que pour perdre du poids, c'est pas le régime keto qui est mieux que le régime du camp qui est mieux que... Non, c'est déficit calorique. Tu brûles plus de calories que t'en manges, c'est tout. Réfléchis en premier principe. Premier principe. C'est effectivement un truc que tu dis très souvent. Et souvent même, je vais aller plus loin, ils réfléchissent pas en termes de premier principe, ils appliquent des premiers principes. Typiquement, et ça c'est un truc que je m'applique beaucoup à force de côtoyer des gens comme ça, quand je m'observe moi-même ou n'importe qui dans mon équipe essayer d'être créatif ou intelligent, je me dis, stop, qui l'a déjà fait? J'ai une anecdote pour toi là-dessus, c'est ma copine qui me l'a appris. Tu la veux? Allez, avec plaisir. Parce que c'est top 1% dans mon cœur. Ok. Donc moi j'ai un trait de personnalité, je sais plus comment ça s'appelle selon les différents types, mais on va dire qu'on va appeler un peu brainiac, quoi, un peu à bien aimer réfléchir. Typiquement, si on part en vacances ensemble, je pense que j'aurais grand plaisir à discuter des heures avec toi de tout et rien, de philo ou de sujets complètement pourris, juste pour le plaisir de modéliser, de creuser, de tout ça. C'est un plaisir. T'as fait ton MBTI? Ouais, mais je sais plus ce que c'est. Et j'aurais pas dire, je pense que t'es assez ambivert, toi, mais ouais, absolument. Donc... Je suis le plus extraverti des introvertis. Ouais, c'est ça. Donc... Je passe un méga bon moment et je serais content de faire rien ce soir. Exactement. Donc t'as un 45-55. Un truc comme ça, ouais. E.
Ouais, bah non, je suis plutôt I du coup. Je T'es suis un plus I. extraverti des introvertis. Ouais, 45-55 donc I. T'es un INTP. Ah oui, pas I comme ça, Ouais. ouais. T'es un INTP. C'est quoi ça? C'est pas commandeur, un truc comme ça? C'est logicien, comme moi. Bah non, mais je dois avoir un truc comme ça, peut-être à un détail près. Je crois Ok. qu'il y a peut-être une lettre qui change. C'est celui que j'utilise le moins MBTI. Je Ok. pourrais en parler. Ah non, tu planifies pas mal, toi. Oui. Ah, ok. Ma vie mon cerveau fonctionne comme un Excel, hein, pas comme Ok, t'es un un INTJ alors. Et ouais, peut-être. Ok. Peut-être. Et alors donc, et donc ma chère et tendre est très pragmatique là-dessus. C'est-à-dire qu'elle est très intéressée par les sujets qui l'intéressent, mais c'est tout. Et donc, il y a d'autres sujets sur lesquels elle voit pas pourquoi on parlerait pour parler. Ce que je comprends, hein, parce que toutes les personnalités sont formidables. Vraiment. Et à un moment donné, on discutait, on était dans la forêt. Donc imaginez-vous, je suis dans la forêt en Suisse avec ma chérie, on balade le chien et on parle et on était sur un sujet aride. Mais tous les sujets arides me plaisent. Donc ça doit être de l'investissement. On dit ah tiens, on pourrait faire ça pour diversifier nos investissements, notre patrimoine, blablabla. Un truc un peu chiant quoi. Et moi, ça me fait triper. Et je me disais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des catégories d'actifs qui sont pas corrélées, parce que comme ça, s'il y a des problèmes dans le marché, etc., on n'est pas... Elle m'arrête, elle me dit, stop Alexis. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire mieux en 5 minutes que tous les prix Nobel d'économie qui ont réfléchi là-dessus? Donc maintenant, t'arrêtes de réfléchir, tu sors Google et tu trouves la solution et on va faire ça. Je me suis dit, bâtard. Bâtard. Et c'est resté. C'est-à-dire, il y a des moments où on échange pour le plaisir de l'échange et où, demain, alors Nashor, on se refera des tops, des meilleurs albums de black metal, etc. Et ça n'a pas vraiment d'importance, mais on s'en fout parce qu'on kiffe. Et les moments où je dois pas kiffer, où je dois juste essayer de trouver la solution, je me mords l'intérieur de la joue, encore une fois, pour ne pas rajouter un petit peu de citron dans une recette qui n'en a absolument pas besoin. Tu trouves les principes, tu les appliques. On en revient à l'ego, en fait. Et c'est effectivement ça. On en revient à l'ego. C'est l'ego. Dans ce cas-là, je vais être un tout petit peu plus fin. Je peux parler que de mon cas, moi, là-dessus. D'accord. Il y a l'ego, évidemment, mais il y a le plaisir. Dans quel moment t'es censé kiffer et dans quel moment t'es censé do the boring work? Là, je sais pas, si je travaille sur, je sais pas quoi, le process commercial qu'on a chez Yaniro avec Yasmine, notre account exec, je peux avoir envie de bidouiller le truc toutes les 5 minutes parce que je suis là pour être son sparring partner. Ou je la laisse bosser parce qu'elle est super forte. Et je lui demande de quoi elle a besoin de ma part. Et moi, je réfléchis à essayer de trouver les bons process et je vérifie qu'on peut les implémenter ou pas. Mais pas réfléchir. La créativité et essayer d'être malin, pour moi, sont les ennemis du top 1% CEO. T'as pas besoin d'être malin ou d'être créatif. T'as besoin de comprendre ce qu'il faut faire et le faire. Mange moins que les calories que tu brûles et tu maigriras. Point. Tu me parles en premier principe, donc moi je suis conquis. Hein. Je peux être que conquis. C'est du miel pour mes oreilles. Mais tu vois, par exemple, un truc, enfin juste pour terminer là-dessus, après je vous en partagerai d'autres, mais un truc que j'ai découvert, ça a été très tard pour moi d'apprendre ça, c'est que la stratégie, c'est sous-coté à mort. C'est méga sous-coté la stratégie. Moi, j'imagine les patrons, tous bien costardés dans un conseil d'administration qui prennent les décisions pour l'entreprise et tout. Mais que dalle, déjà, les décisions, elles ont été prises par McKinsey, qu'on a payé pour prendre les décisions. Et sous-côté ou sur-côté? Non, mais c'est sur-côté, pardon, la stratégie. Et dans la vraie vie, t'as 2-3 décisions à prendre par an, très importantes, et après, tu dois te tenir à ton plan chiant que t'avais décidé que tu ferais. Et gérer les emmerdes au quotidien. Tu me parlais de exactement. Et tu me parlais d'Alex Hormozy tout à l'heure. Ouais, le do the boring work, ça vient de lui. Ouais, déjà. Mais lui, il a une façon extrêmement pertinente de définir la stratégie. C'est simplement la priorisation. C'est-à-dire, comment est-ce que tu échafaudes? Quelle est ton hygiène de choix parmi sur la base de ressources limitées, parmi une infinité d'opportunités? Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, tu vois ton champ des possibles qui est très très ouvert, tu peux faire plein de trucs. Par contre, t'as que une quantité de temps, d'énergie, d'argent limitée pour aller saisir X ressources. La question c'est combien de ressources tu vas choper, dans quelle échelle de temps, dans quelle structure, dans quel ordre. C'est tout. En fait, vraiment la stratégie c'est ça quoi. Et pour donc du coup quand on côtoie des top 1% CEO, les gens qui ont fait des licornes, etc. Moi ça me fait rêver à quel point c'est pas sexy ce qu'ils font. Ils vont dire ok, là on doit faire quoi? On doit faire ça. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on recrute un tueur ou une tueuse dans ça. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne de la chasse de tête parce que ça va être chiant de le trouver. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le meilleur cabinet de chasse de tête. Ok, comment on va le trouver? En fait, je vais poser la question à mes 30 potes CEO pour essayer de trianguler le truc. Et après, on y va et on va mettre un billet sur la table et on va faire patiemment les process de recrutement jusqu'à avoir la meilleure personne, même si c'est très long. Point. Et après, on va faire ce qu'il faut pour que cette personne s'épanouisse. Et en fait, tu fais
50 trucs chiants en même temps, et ça fait des chocs à pic. Voilà, pas mieux. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai observé, hein, c'est que dans un environnement aussi éminemment chaotique que l'entrepreneuriat, tout n'est que chaos, mais l'entrepreneuriat, tu peux faire difficilement discipline plus chaotique. Le seul truc que tu maîtrises réellement, c'est ta quantité d'output par unité de temps. Ouais. Voilà, c'est input-output, enfin, ta quantité d'input par unité de temps, c'est-à-dire à quelle célérité tu exécutes. C'est tout. C'est le seul truc que tu maîtrises. Combien de trucs tu fais dans la journée? Après, tu as un indice de qualité. Forcément, si tu fais 50 trucs inutiles, ta journée sera inutile. Mais à quelle vitesse et avec quelle quantité tu vas faire des trucs utiles dans X échelle de temps, tu vois. Et c'est ça c'est le seul truc qui fait la différence. C'est le seul truc. Et après, bah, la stratégie, justement, bah, voilà, cette priorisation peut t'aider à remplir tes journées des bonnes actions, faire les bons trucs, te concentrer sur les bons chantiers. Mais en fait, on en revient à des choses très simples, quoi, finalement. Et souvent très chiant, comme tu l'as dit. Et ça, juste, pareil, une anecdote. Il y a un docu en ce moment sur Arnold Schwarzenegger, qui est pas ouf, d'ailleurs. C'est vraiment pas fun. Il est pas très bien foutu, mais je l'ai pas trop aimé. Mais il y a une partie qui m'a trop fait marrer, il explique la période où il est Mister Universe. Et en gros, on lui demande c'est quoi l'exercice magique pour avoir un corps comme toi, tu vois. Et il dit, alors, c'est pas très compliqué, je fais des full body workout, et là les gens ils prennent leur note, les full body workout, etc. Et ils disent, bah je fais ça, donc un exercice, je sais pas, de jambes, puis ça, un exercice de haut du corps, puis ça, puis ça, puis ça. Et donc c'est que des exercices hyper bidons en fait. Et il dit, après je fais une pause, je mets un trait pour chaque partie du corps, puis je le refais, et je mets un deuxième trait, et je m'arrête quand il y a 20 traits par truc. Les gens font, oh! Ouais, c'est des trucs bidons, mais avec un niveau d'engagement qui est beaucoup plus fort que la plupart des autres. Ça, c'est un exemple tout con, hein. Mais le bodybuilding est extrêmement formateur. C'est une émulation à l'extrême de tous les premiers principes que tu as trouvé en entrepreneuriat. C'est hallucinant. C'est tout pareil. C'est-à-dire que tu compares le degré d'input d'un pro, je parle même pas des drogues ou quoi, mais d'un pro naturel ou pas, d'un pro, sa volumétrie de travail, l'intensité qu'il va y mettre versus un amateur, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Genre, tu veux voir la différence de qualité, de quantité de travail. Tu veux la constater. Tu regardes, tu compares l'entraînement d'un bodybuilder naturel, d'un casual, tu vois, avec un mec qui fait du fitness à la cool, avec l'entraînement d'un pro qui est en prépa ou quoi. C'est hallucinant. C'est en termes de durée des entraînements en eux-mêmes, mais en termes de nombre de sets, en termes de qualité aussi des séries, des répétitions produites. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver au quotidien dans l'entrepreneuriat. Enfin, que tu vas retrouver avec des gens qui vont bosser 9 heures par jour, mais avec des quantités et des qualités d'input qui ne vont rien avoir à voir, quoi. Et alors, ça me permet de faire une transition vers un autre truc que j'ai repéré dans les top 1%. T'as parlé de la dynamique input-output, et ça, l'extrême dans lequel on peut tomber si on suit ce principe trop à la lettre et qu'on oublie une partie qui est importante dans laquelle je vais venir, c'est la hustle culture. C'est facile, la hustle culture, je sais jamais comment le traduire, c'est pour ça que je le dis en anglais, mais c'est un truc qui a été popularisé, je crois, par Gary Vaynerchuk, qui est globalement do the grind, boss, beaucoup. On va pas se mentir, j'adorerais vous dire qu'on peut faire partie du top 1% en mangeant 5 fruits et légumes par jour, en bossant 35 heures par semaine et en prenant 12 semaines de vacances. Non, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. À un moment donné, il faut bosser bourrin. Maintenant, il y a bosser bourrin et bosser bourrin. La hustle culture à haut volume, c'est du burn-out. On va faire simple, hein. Donc, il y a quand même un petit niveau à trouver. Le niveau NBA, c'est quand tu bosses suffisamment pour aller faire grandir ton corps et faire des choses que personne ne peut faire, mais pas au point de rupture où tu peux pas faire le championnat. Sinon, tu te blesses. Donc ça, il y a une hygiène qui est très, très importante quand on veut faire ce niveau-là. Et l'autre truc, c'est ce que tu disais dans ton rapport input-output, c'est l'effet de levier. En fait, si tu mets 80 heures, 50 heures, 60 heures, mais même 30, peu importe. Ce qui est important, c'est pas tant la vitesse à laquelle tu rames, c'est dans quel bateau t'es. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ces 30 heures? Si je passe mes 30 heures à aller grinder, je sais pas quelle action première de mon boulot et ne déléguer rien. Voilà, je suis le meilleur commercial de ma boîte, il y a personne qui peut vendre Scalesia comme Benoît, il y a personne qui peut vendre Yaniro comme Alexis. Ok. Donc ça veut dire qu'on est capé par les 30, 40, 50, 60, j'en sais rien, heures que Alexis et Benoît font. Maintenant, on prend ces heures-là. Et Benoît, il va recruter un gars comme Jules.
Il va mettre le temps, l'énergie à comprendre ce que ça veut dire, etc. Ok, énorme effet de levier, parce que Jules aussi, là, c'est 30, 40, 50, 60 heures. Et en fait, c'est là où tu réalises que tous les top 1%, ils ont compris les effets de levier, et ils utilisent tous les effets de levier, dont le plus important et le plus sous-coté par les entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus rookies et qui font plus partie des 99 que des 1%, qui est la partie people. Tout simplement. Si tu peux, on l'a déjà dit, hein, avoir des gens fantastiques, hyper alignés avec ta vision, qui s'éclatent, mais premier degré, qui s'éclatent, qui sont trop contents d'être là, qui donnent le max et qui restent longtemps, tout va bien. Hein. Et donc toi, en tant que manager, en tant que founder, ce qu'il faut faire, et ça c'est un truc que je fais beaucoup avec les CEO, surtout quand leur boîte grandit, c'est il faut comprendre que le jeu de l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'enlevage de casquettes. C'est que ça. Au début, t'as pas de sous et plein de trucs à faire. Du coup, tu fais tout. Évidemment, t'as pas trop le choix. Après, à un moment donné, tu vas avoir certaines tâches que tu vas pouvoir déléguer. Maintenant, la clé, c'est de trouver une tête mieux faite que la tienne sur laquelle mettre ta casquette. Et en fait, il y a toujours un moment, et c'est là où en fait on bosse dur avec les CEO, dans laquelle il y a un moment de résistance. Il y a un moment où ils vont dire « Ouais, mais le premier manager de la boîte, c'est quand même moi, là. » Fuck no, pourquoi ? Enlève ta casquette de manager, tu peux le faire. Et en fait, tous les top 1% CEO sont à l'aise avec l'idée d'enlever les casquettes les unes après les autres, toutes leurs casquettes d'individual contributor, toutes leurs casquettes de manager, et à terme, leurs casquettes de dirigeant. Un dirigeant qui veut faire grandir sa boîte doit être un dirigeant qui peut être capable de filer les clés du camion à quelqu'un de mieux capé pour le chapitre d'après. Et ça, c'est vraiment un truc people. Et du coup, le corollaire, c'est que c'est des gens qui comprennent et qui investissent sur la fonction people. Il est pas entitled, en fait. Pas entitled ouais, t'as raison, on retourne autour de l'ego à chaque fois. J'en prends conscience maintenant que tu m'en parles, là, mais c'est beaucoup de questions d'ego. Alors, je vais corriger ce que je viens de dire. Sur ça, il y a de l'ego et pareil, hein, info de premier plan quand j'en parle avec les CEO, il y a de la peur. Il y a de la peur de qu'est-ce que je vais devenir ? Statu quo, quoi. Statu quo. Et il y a aussi des gens qui s'épanouissent beaucoup dans l'effort, dans certains cas travailloman, qui se disent mais je peux pas, moi, passer 40 heures à siroter des margaritas en touchant mes dividendes, quoi. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on me demande. File les clés de Yaniros, Kelesia, Conto, ce que tu veux, à quelqu'un qui le fera mieux que toi, et toi, va faire autre chose. Un CAP de pâtisserie, j'en sais rien, mais il y a plein de choses. Hein. Tu fais 6 mois de consulting, forcément, là, t'as fait un exit, donc demain, tu veux trouver des missions de consultant comme ça, te la jouer à la cool, tu fais ça pendant 6 mois, 1 an, tu réfléchis à ton prochain projet, et puis après, t'as des invests qui suivront quoi qu'il arrive, parce que t'as fait un exit. Ou même tu lances un truc non VC funded, tu me lances une école, enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Comment il s'appelle, Éric Larchevêque de Ledger, il coupe du bois dans la forêt, hein, et il fait du poker. Mais grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse, kiffe. Et c'est là, en fait, où tu retombes sur des trucs de coaching et de thérapie qui est de comprendre c'est quoi ton propre game, c'est quoi ton propre jeu et à quel jeu tu veux jouer, parce que ça, personne ne peut le faire pour toi. Et de l'autre côté, être à l'aise avec le fait de lâcher le truc. Petit bonus d'un truc qui va te plaire. Je prends. Un truc... Allez, si vous faites ça, si vous êtes capable d'enlever toutes vos casquettes, vous allez avoir votre vous du futur qui va vous remercier fort, 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 parce que vous n'allez pas tomber dans le piège dans lequel tombent tous les founders de la French Tech quasiment. L'exit. Quand vous revendez votre boîte, parce qu'en France, on fait très peu d'introductions en bourse. Il y a eu Criteo, Deezer, peut-être Believe, et je crois que c'est tout. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être, vous allez revendre votre boîte. En tout cas, si vous êtes dans le game startup VC funded, c'est sûr, parce qu'il faut bien que les actionnaires retrouvent leur argent, sinon ça marche pas. Donc, c'est juste constitutif du jeu. Si vous avez fait la connerie d'être indispensable à la boîte, d'être un asset de la boîte, parce que votre image est trop présente par rapport à la boîte, parce que vous avez rien lâché, parce que vous êtes encore CEO de la boîte. Au moment où vous revendrez la boîte, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, parce que vous voulez faire autre chose, qu'est-ce qui va se passer ? Les acquéreurs vont acheter la boîte avec les assets qui marchent dedans. Vous aussi. Donc, vous allez avoir des clauses d'earn-out, qui sont, donc si vous n'êtes pas familier avec ce jargon, des clauses qui vous empêchent de partir avant un temps donné. Donc, ça va donner un truc du genre, tu vas gagner 40% de ce que tu pourrais gagner sur la revente, et les 60 autres pourcents, faut que tu restes salarié de la boîte qui vient d'acquérir ta boîte pendant 2 ans. Là, vous allez signer en disant « Ouais, grave, ça va le faire, de toute façon, j'en ai marre et tout. » Et là, pareil, j'en ai eu plein en coaching, vous allez péter une pile. Parce que vous n'avez pas du tout envie d'être salarié, parce que vous en avez marre de cette boîte, parce que vous vouliez faire autre chose, et vous vous êtes donc mis un sale contretemps. L'alternative, qui est un truc que tous les pays du monde font très bien, sauf la France, parce que nous, on a un peu le culte du founder. Il y a encore plein de gens qui pensent que Frédéric Mazzella dirige Blablacar, alors où on se parle.
enlevez toutes vos casquettes jusqu'à votre casquette de CEO, et puis à un moment donné, vous servez plus à rien dans la boîte. C'est pas grave, vous êtes founder et actionnaire, et puis au moment où vous revendez la boîte qui va très bien, vous n'êtes pas un asset de la boîte. Du coup, vous pouvez ne pas faire partie du package, c'est pas grave. On en pense quoi de ce bonus? Bah, j'en pense que travaille sur l'ego déjà de base, et ensuite on peut y aller, quoi. C'est là. Ryan Holiday, ego is the enemy. Exact. mais ouais, complètement. Faut pas oublier que c'est ce que je dis tout le temps, un entrepreneur, il a 3 tâches au quotidien. Ces tâches algorithmiques, c'est-à-dire les tâches que tu fais le soir quand t'es cramé, inbox 0, la compta, l'admin, les trucs chiants, quoi. Les tâches productives, donc c'est les tâches que la boîte attend de toi pour tourner, donc les tâches purement opérationnelles. On en a tous. Le contenu, nous c'est le contenu par exemple, Le coaching. parmi d'autres. Pour moi, Voilà, par exactement. Et priorité, tâches systémiques. Les tâches systémiques, c'est les tâches sur ton système, donc c'est les tâches d'entrepreneur. À effet de levier, qui vont- donc, ouais. à effet de levier, mais qui vont te permettre petit à petit de te cancel de ta propre boîte, en fait. De t'effacer, de faire en sorte que tes tâches productives te prennent de moins en moins de temps, parce que tu en as de moins en moins, parce qu'on a de moins en moins besoin de toi, pour te dégager du temps sur tes tâches systémiques. Et là, tu me parlais d'effet de levier, c'est là que justement, tu vas pouvoir petit à petit avoir de plus en plus d'impact. Parce que c'est là que se retrouvent tes effets de levier. T'as pas d'effet... L'output de tes tâches productives est très linéaire. Par contre, il est exponentiel dans les tâches systémiques. C'est le principe d'un système. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que moi, je structure toutes mes journées de cette manière. Je ne commencerai jamais une journée, sauf cas exceptionnel, sauf période un peu de rush, par des tâches par des tâches productives, ou encore moins par des tâches subsidiaires. Là, je sais que ma journée part très très mal, quoi. Et tiens, ça m'intéressera quand on aura fini le tour de ce truc, justement ce qu'on peut faire pour être dans le top 1%. Donc ça, vous l'avez compris, et je rejoins tout ce que vient de dire Benoît, c'est des trucs que vous pouvez mettre en place au quotidien. Je serais très curieux qu'on fasse l'exercice en live de savoir qu'est-ce qui te manque pour aller encore plus loin dans le top 1%. Sur quoi toi tu peux bosser en prio pour aller chercher les pourcentages du dessus? On est en train de prendre rendez-vous pour un autre épisode où tu me coaches? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on sera en train de faire ça? Les liens dans la description. Exact. Est-ce que tu vois d'autres sujets? Ouais. Il y en a un que j'aime bien. Il est rigolo. Il fait du reach sur LinkedIn. Qu'on aime. C'est que ce qu'ont en commun la plupart des top 1% que j'ai vus en CEO, c'est précisément leur fragrance et leur spécificité. Dit avec des termes avec moins de syllabes, ils sont chelous. Et ils assument. Je pourrais vous en citer plein des trucs chelous, mais c'est toujours le cas. Il y a toujours un moment où la personne va vous dire « Ah, mais en fait, je mange tous les jours la même chose. » Et c'est une question de gestion de charge mentale et tout. Celui-là, je l'ai pris, par exemple. Je suis suffisamment monomaniaque pour que ce soit un plaisir de fonctionner comme ça, mais ça marche pas pour tout le monde. Mais ça n'a pas à marcher pour tout le monde, parce que précisément, ce côté chelou, c'est juste lié au fait qu'ils se connaissent tellement bien qui peuvent jouer leur propre jeu et leur optimisation personnelle sans ego et sans craindre le regard des autres. Donc là, un pêle-mêle, je vous en donne quelques-uns des bizarres, donc qui mangent toujours la même chose. Toi, tu marches beaucoup, par exemple. C'est un truc où c'est un peu chelou, mais c'est pas grave. Enfin, on s'en fout. Whatever, quoi. J'ai dans un ou deux autres qui me Tellement fait de trucs chelous, mec. et puis moi aussi. Hein. On sera un battle de secrets inavoués. Ah bah, une des raisons pour lesquelles je bosse de chez moi, c'est que les gens, faut pas qu'ils voient ça. Hein. Tu feras un live in public plus qu'un build in public, on verra one day avec Benoît Dubois. Le jour, ouais, on va faire ça. Tu vois, par exemple, dans les trucs chelous, après j'en donnerai quelques-uns des miens, faut juste que j'y repense, mais j'ai un CEO auquel je pense, il ne traite ses messages, donc ses messages, hein, WhatsApp, mail, LinkedIn, Slack, que les mardis midi et les jeudis midi. Point fucking barre. Donc moi, en tant que coach, déjà, ça veut dire que si j'ai loupé le wagon hardcore, tu vois, et je sais qu'il ne répond pas. Ça, alors déjà, moi, ça me rend formidablement... je suis hyper impressionné, quoi. Je me dis, mais comment il peut faire ça? Mais c'est pas possible. Et il s'y tient. Et tout le monde sait. Donc tout le monde, en fait, est obligé de, quelque part, tourner autour de cet astre de la galaxie qui a décidé que c'était comme ça que étaient les règles du jeu pour lui. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout le monde s'adapte assez vite, en fait. Si tu le fais trop, t'es une diva, hein, évidemment. Mais il y a 2-3 trucs où tu peux fixer tes règles du jeu. T'en as un autre. Ça, celui-là, je l'adore. Il fait un truc, mais c'est vraiment juste bizarre. Il fait kiffer des gens random pour le plaisir.
Donc en fait, c'est quelqu'un qui est public. Donc je peux pas dire qui est cette personne, mais je peux dire qu'il s'inspire de Xavier Niel, que j'ai pas eu le plaisir de coacher, mais que j'ai déjà rencontré. Ça a l'air d'être bien dans le personnage. Xavier Niel, il est connu pour recevoir des millions de messages et de temps en temps, il se fait un kiff, il répond à un message au pif. Et pour la personne qui le reçoit, c'est dingue, tu vois. Putain, t'imagines, c'est Xavier Niel et tout. Et en fait, cette personne, donc qui est connue, vraiment, c'est quelqu'un de public. Il va faire des trucs random comme ça. Et il s'est retrouvé à faire des podcasts qui ont 8 écoutes. Il s'est retrouvé dans le forum des métiers dans une classe de 3e, tu vois. Il fait que des trucs comme ça. De temps en temps, il prend des messages au pif et il se dit, je vais régaler cette personne. Une intuition de qui c'est, mais... Ouais, on en reparlera off. Parce que je peux pas trop dire qui c'est, mais bon. Ça marche. Et tu vois, ça, c'est des trucs chelous, quoi. Et s'il y a un message là-dessus, c'est... assumez-vous, quoi. Vous êtes la pièce fixe de votre puzzle. Comprenez comment vous fonctionnez, tournez autour de cette pièce-là. Prenez pas trop au sérieux les bouquins de développement personnel parce qu'un coup sur deux, il a été écrit par des gens qui sont pas câblés comme vous. Moi, le Miracle Morning, c'est une souffrance. Hein. Je peux pas me lever à 4h du matin, je suis un chronotype du soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, plus vous assumez qui vous êtes, plus vous commencez à vous dire, bah ouais, je peux marcher 40 km par jour, il y a quoi? Bah ouais, je peux manger toujours la même chose, il y a quoi? C'est un mix entre, effectivement, confiance en soi sans ego. J'ai suffisamment peu d'ego pour pas me stresser de ce que disent les autres et suffisamment confiance en moi pour juste faire mes bails, quoi. D'ailleurs, tu parlais de la marche tout à l'heure, que j'ai un tapis de marche sur mon bureau. Je bosse exclusivement en marchant ou debout. Et tu sais que là, je crée une épidémie dans la boîte où ils s'achètent leur tapis, ils s'achètent leur bureau un par un, là. Mais tu sais très bien que je suis on the fence, moi. Que j'étudie le truc, je marche beaucoup. Est-ce que je tourne autour du truc, je vais le faire. Alors, l'effet qui se coule un peu négatif, le downside, c'est que je sais que t'aimes bien marcher en extérieur. Tu vas être amené à moins aller marcher en extérieur. Bah, moi, j'ai un chien à balader, donc okay, ça va peut-être marcher. Faut que je prenne un chien. J'ai un chat. Ouais, ça se balade pas, un chat, ils s'en foutent. Faut que j'aille prôner mon chat. Mais tu vois, typiquement, on se fait en 2 minutes une battle de trucs chelous. On s'en fait 2-3 ou pas? T'as le temps ou pas? Vas-y, je t'en lance le premier. Dernier objet teubé que j'ai acheté, enfin pas teubé, mais très très niche, j'ai acheté un water cooling de matelas. Ah ouais? Ouais. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que bienvenue dans ma vie. Je souffre énormément de la chaleur en été. Mon corps est pas fait pour la chaleur. Je résiste très bien au froid. Et en fait, il y a un truc. Donc c'est très niche. Donc c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et puis c'est un peu expérimental. C'est un espèce de surmatelas très fin de, je sais pas, 1 demi-centimètre qui met de l'eau donc entre votre matelas et votre drap et qui permet en fait de gérer la température d'un côté et de l'autre. Donc ma chérie peut être à 45 degrés et moi à 13. Et en fait, donc ça, à la fois ça traque tout votre sommeil, ça vous permet d'être au frais, etc. Donc là voilà, truc chelou. Tu viens de me closer parce que j'ai un énorme problème de chaleur aussi, je supporte pas. Je te ferai le post-mortem cet été, il y a pas de problème. T'as un lien d'affi? Folie. Ouais, bien sûr. Dans la description. Voilà. Et ça, il y a des gens qui vont me dire, mais Alexis, mais tu te rends compte de l'argent que ça et tout? Je fais, vos gueules. J'ai chaud, je veux dormir. Allez, à ton tour. Je suis très monomaniaque niveau bouffe aussi. Ouais. Je mange quasiment à l'identique en fait, hein, à l'exception du soir, mais sinon la journée c'est quasiment intégralement la même chose en permanence. J'imagine. Tu vas me dire pourquoi ensuite. Moi, c'est tout simplement par convenience, en fait. J'ai pas envie de Déjà parce que je me suis formé en nutrition, donc je sais ce à quoi je réagis. Je compte mes macronutriments. Bon, pas en ce moment, un peu la flemme, mais je compte mes calories et mes macros une bonne partie de l'année. Donc, je sais ce qu'il me faut. Et je sais quels aliments et quel ratio et quel timing me convient, tu vois. Donc, en gros, j'ai absolument aucun intérêt tous les jours à me polluer, à réinventer le truc. Donc, ça fait que j'ai des assiettes qui se ressemblent vachement. Bon, la même. Ça, pour le coup, on l'avait pas préparé, mais c'est ce qu'on se disait. Et c'est probablement pour les mêmes raisons. En fait, c'est que c'est absolument pas difficile pour moi d'être monomaniaque, de faire la même chose régulièrement. C'est un plaisir. J'aime bien être sur des rails. J'aime bien faire d'autres trucs aussi, mais je peux. Et effectivement, c'était très, très facile de me dire, OK, une fois qu'on connaît l'équation de déficit calorique,
On va essayer une bonne fois pour toutes de se dire, bon, il me faudrait un truc qui me mette pas en carence, qui fait un déficit calorique, que j'ai plaisir à manger tous les jours, qui est facile à commander, facile à préparer, parce que j'ai envie de me préparer à manger, etc. Et en fait, je me suis cassé le crâne, et ça donne les poivrons farcis. Que je mange day in, day out, parce que c'est l'hiver. L'hiver, c'est les poivrons farcis. Printemps-été, c'est les faritas. Farci. Farci au poulet, ouais. Ça marche pas avec vegan, malheureusement. Ça, je pense que je me ferais un peu engueuler. Et typiquement, j'ai remplacé les comment ça s'appelle, les snacks par des yaourts protéinés, des skirs, des trucs comme ça, quoi. Enfin, les trucs standards. Hein. Et c'est un bonheur. Ça fonctionne. C'est un bonheur. Un autre truc chou, j'en ai jamais parlé en public. Mon entourage n'en peut plus. On parlera de Will Ramos après. Je te ferai du Arch vocal. Mon entourage n'en peut plus. C'est j'ai besoin de quelque chose qui me canalise, sinon je me déconcentre très facilement. Vraiment, je saurais pas diagnostiquer ça, mais je me déconcentre extrêmement facilement. La marche m'aide beaucoup à ça, m'y aide beaucoup. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas téléphoner sans marcher. C'est impossible pour moi de rester sur place, impossible. Et depuis adolescent, j'ai trouvé cette technique. Quand j'ai besoin de me concentrer, je prends n'importe quoi, une boule de papier, un bout de papier ou quoi, et je vais faire des pliages avec. Genre vraiment, je vais les plier, pas des origamis, mais de l'origami sans but. L'origami, vraiment de l'origami chaotique, quoi. Et je vais faire ça, sauf que ça en fout partout, ça fait au bout d'un moment, les papiers se désagrègent, donc ça fait des confettis, c'est horrible. Et je vais faire ça, et genre vraiment, si je suis dans un call en train de discuter avec quelqu'un, tu plies. Et je vais plier, mais je vais faire des monceaux de bouts de papier, tu sais. Vraiment, et mon entourage n'en peut plus. Et après, je tape des grosses sessions aspirateurs pour tout enlever et tout. Et c'est fine. Mais en fait, le truc, c'est je sens que ça a un vrai impact sur ma concentration. Sans ça, je n'arrive pas à rester sur ce sur quoi je suis en train de sur ce sur quoi je suis en fait. Donc à un moment donné c'est et donc exclu dans cet épisode, mais c'est incroyable. Exclu putain, demain première page de de tous les médias, je pense. Mais un petit point qui est intéressant, parce que juste pour mettre un petit disclaimer, et après je partage mon dernier truc chelou de la journée. Il y a 2 cas de figure dans lesquels on va pas vous recommander ça. C'est si c'est un TOC, évidemment, si c'est obsessionnel compulsif et qu'il y a quelque chose d'un peu névrotique derrière, du genre j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, ou là c'est peut-être un petit peu différent, ou si ça fait du mal à quelqu'un, ou si ça a une externalité négative d'une manière ou d'une autre. Mais là, tu vois, typiquement, si c'est juste, t'as observé que c'est plus facile pour toi de te concentrer parce que t'as un déficit de concentration de base et que ça marche, mais you do you, effectivement. Et ça, par contre, c'était purement intuitif. Ouais, mais très bien. Et donc, on rigolait l'épisode d'avant. Dernier truc rigolo, c'est moi, il y a un je sais plus quoi c'était. Est-ce que c'était un tweet? C'est nul. Hein. Les philosophes de notre génération, c'est sur Twitter, tu vois, mais qui disait, qui avait fait une liste à l'après-vert des trucs sur lesquels fallait jamais réfléchir avant de dépenser de l'argent, quant à l'argent, évidemment. Et je m'attendais à avoir une liste de trucs avec lequel je suis d'accord, mais qui était standard, tu vois, du genre la santé mentale, etc. Ce qui est effectivement des trucs sur lesquels, à partir du moment où j'ai de l'argent et d'aussi loin que je me souvienne, même donc sur des montants qui sont peut-être fins, j'ai toujours dépensé pour mon corps, ma santé, etc. Et il y a une catégorie qui a retenu mon attention, où j'ai fait, mais ouais, c'était des rêves d'enfants, des rêves de gosses. Et donc, on en parlait à l'épisode d'avant, j'ai donc payé le chanteur de Lorna Shore, donc Will Ramos, pour apprendre les arches vocales parce que truc de gosse, quoi. Moi, j'ai écouté du métal depuis que je suis ado, donc plutôt que de tout sauter les morceaux de Slipknot et tout, je voulais apprendre à le faire bien et ça fait des trucs chelous, quoi. Parce que je suis là, je suis dans mon salon, j'ai fini la journée, t'as ma copine qui est en train de faire ses trucs, et elle entend, tu sais, les What's that can never die? Et je fais, ok, mais regarde, Will, il m'a appris à faire le zombie, là. Et je fais, ok. Et bon, mais je trouve que, c'est marrant, quoi. Ça fait de mal à personne, c'est comme les cocottes en papier, non? Ça fait de l'animation, ça fait de la conversation, après. Ouais, et je pense, tu vois, je trouve que il y a des gens qui peuvent avoir tendance à cacher leur bizarrerie, à se dire non mais ça c'est ce que je fais, c'est les petits forums, les petits Slack sur lesquels je suis et tout. Kiffez-les, c'est pas grave. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les CEO,
y a une vraie corrélation entre à quel point t'es un CEO talentueux, à quel point t'en as rien à foutre. Ouais, grave. Vraiment, hein. C'est. Tu vois Alex Hormozy en crocs et en short, balèque, total. Ils s'en tapent complet. Ouais. Mais c'est un truc que je remarque aussi dans la French Tech. Hein. Enfin, c'est quand tu creuses un petit peu, parce que forcément, il n'y a pas cette culture du personal branding dans la French Tech. Mais quand tu creuses un petit peu, quand tu discutes, tu te rends compte qu'en fait, leur excentrisme, on dit qu'ils en ont rien à foutre. Et ça, ça sera peut-être mon dernier point. Excuse-moi, tant que j'y pense, mais je te laisse terminer. Ah, j'avais fini. T'avais fini ? J'avais fini. Mon dernier point, j'allais l'oublier. Je crois que tous les CEO top 1% que je connais, d'une manière ou d'une autre, voient ça comme un jeu. Et ça, c'est ce qui fait la diff. Ils font pas ça pour la thune. Ils font souvent ça pour l'impact. C'est-à-dire, il y a une idée, un rêve, quelque chose à faire. Mais tout le monde arrive à voir ça comme un jeu qui est pas bien grave. Au sens où, Payfit, pourquoi on essaye d'être une décacorne alors qu'on est déjà une licorne ? Je sais pas, parce que c'est fun. Parce que pourquoi pas ? Parce que j'ai déjà essayé de soulever un truc lourd de 100 kilos, je peux essayer d'en soulever un lourd de 150. Faut juste que je taffe. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que quand il y a un peu l'expression de « ouais, t'es dans le game », etc., moi, je suis d'accord. Hein. Si t'arrives à voir ta boîte, non pas comme ton bébé, non pas comme ta life, mais comme un jeu, bah ça veut dire que tu peux le perdre, et que c'est pas grave, tu recommenceras. Ça veut dire que tu peux te dire que le jeu il est dur parce que le jeu il est dur. Tu joues à Dark Souls, hein, tu joues pas à Mario. Mais c'est pas grave. Et ça, vraiment, les top 1%, ils voient tous ça comme ça, ou comme un sport. Une candeur, quoi. Ouais, une candeur et un espèce de... un mix entre eux, c'est très important et c'est pas grave. Meilleure formule. Et elle est bien, hein. Franchement, elle est sortie de là. Creative Commons, open source, prenez-la. Il n'y a pas de problème. Bien dans la description. Mais ça, c'est ce que j'essaie de me rappeler au quotidien. Vraiment. C'est dur, hein, ça. Hein. Bah, en fait, ma fille m'a fait comprendre à quel point... m'a fait réaliser l'étendue du coût d'opportunité d'avoir perdu cette âme d'enfant, en fait. Vraiment. Et à quel point la candeur est un outil, mais légendaire. C'est-à-dire, à partir du moment où quand tu hypertrophies ce muscle du ludique, où tu te mets à voir un jeu en tout, mais le monde entier devient Disneyland, en fait. Et la notion de gravité, le grave, en fait, déjà, tu le recalcules à 1000%. C'est-à-dire que 99% de ce que tu considérais comme grave hier, aujourd'hui, devient très, très subsidiaire au final. Et en fait, tu te rends compte que les 99% en question, là, ne sont que narratives, quoi. Et que tu peux te réapproprier ce réel, le réécrire ça exactement comme tu veux. Et une difficulté, tu peux la voir exactement comme une difficulté dans un jeu que tu dois deal, une énigme que tu dois craquer, ouais, mais avec des conséquences qui la plupart du temps sont infiniment moindres en intensité, en gravité, que ce que tu imaginais. Et franchement, ça change absolument tout, même à tes performances au final, parce que ce ludique t'amène le lâcher prise, t'amène la nonchalance aussi, qui va te permettre, exactement comme si tu étais sur un cours de tennis, d'avoir un coup droit bien détendu qui apporte vraiment du résultat, tu vois, versus une crispation qui va te faire des conneries. J'aime bien le terme de crispation parce qu'effectivement, le passeport pour passer dans les 1%, moi, je m'y attelle, hein, je suis pas parfait, je bosse beaucoup dessus avec mon coach, je pense que je suis bien meilleur que le Alexis d'il y a quelques années et bien moins bon que le Alexis de dans quelques années. Je pense que tu passes un cap quand ta boîte arrête d'être ton bébé et devient ton jeu préféré. Tout simplement. C'est beau. Les liens dans la description. Toujours. Ciao. Ciao.